Votre enfant peut augmenter sa moyenne de 3 points, et ça, grâce à vous. En vrai, c'est un objectif qui est tout à fait réalisable, mais il peut juste pas réussir à le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il a besoin de vous et que vous sachiez diagnostiquer ce qui le freine dans sa réussite scolaire. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans, et maintenant ça fait 4 ans que j'aide des élèves à réaliser leur potentiel au travers de cours particuliers. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux 5 facteurs qui freinent la réussite scolaire de votre enfant. Premier facteur à prendre en compte lorsque vous diagnostiquez les raisons pour lesquelles votre enfant galère en cours, il n'utilise pas les outils d'apprentissage adaptés. Jamais on ne lui a appris les meilleures méthodes d'apprentissage, les meilleures méthodes de révision. Généralement, à l'école, on se contente de le gaver d'informations qui sont utiles ou pas. Mais si vous voulez que votre enfant réussisse, il va bien falloir lui enseigner ces outils d'apprentissage efficaces. Et pour pouvoir faire cela, je vais vous conseiller 2 choses. La première déjà, c'est de regarder mes vidéos et la lecture du livre Make It Stick ou alors Mets-toi ça dans la tête en français, qui vont vous offrir tous les principes nécessaires à construire des bons outils d'apprentissage. Si vous ne deviez passer qu'une seule chose à votre enfant, c'est le principe de l'apprentissage actif. On oppose l'apprentissage actif à l'apprentissage passif, qui est par exemple relire son cours ou écouter un cours, à l'apprentissage actif où l'élève va vraiment s'approprier les connaissances ou alors se tester pour véritablement mettre son cerveau en marche. Et en vrai, si votre enfant garde ce principe en tête à chaque fois qu'il fait une séance de révision, il a déjà une grande longueur d'avance. On va pouvoir continuer notre diagnostic et s'intéresser au facteur numéro 2, le système scolaire détruit son état d'esprit. Et ça dans un premier temps car il se focalise sur les notes qui ne servent qu'à trier les élèves. Et les notes ne permettent pas du tout de faire un point sur les véritables compétences de votre enfant. Ça veut dire quoi avoir 14 sur 20 en maths, 8 sur 20 en maths? Il maîtrise quoi? Qu'est-ce qu'il maîtrise pas? Et en plus, ça invite l'élève, ça invite votre enfant à s'identifier à ce chiffre, à cette note. Et le fait de fonctionner comme ça empêche votre enfant à développer un état d'esprit de croissance. Il a été montré dans de multiples études que posséder cet état d'esprit est un des atouts majeurs de la réussite scolaire et même professionnelle. Il est donc primordial qu'en tant que parent, vous appreniez votre enfant à se détacher des notes pour plutôt se concentrer sur les compétences maîtrisées. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car effectivement les notes ont quand même un impact sur le futur et sur l'orientation de votre enfant. Mais lui faire prendre un petit peu de recul sur cette valeur chiffrée va lui permettre de visualiser la compétence comme faisant partie d'un système d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va comprendre que s'il ne maîtrise pas la compétence à un moment donné, il peut la maîtriser plus tard, notamment en mettant en place les bonnes stratégies d'apprentissage et en ne s'identifiant pas à l'échec. En gros, c'est pas qu'il est mauvais en maths, c'est qu'il ne maîtrise pas encore les compétences nécessaires. Il est donc primordial de développer cet état d'esprit de croissance, sinon votre enfant va être tout le temps stoppé par des croyances limitantes qui vont l'empêcher de mettre en place les bonnes stratégies pour développer son potentiel. Et on va continuer notre diagnostic en s'intéressant au symptôme numéro 3. Il ne sait pas se concentrer. Que ce soit quand j'étais professeur devant des classes ou maintenant en tant que professeur particulier, il est difficile de ne pas remarquer que beaucoup d'élèves ont du mal à se concentrer. Et ça va avoir un impact direct sur leur apprentissage, la concentration étant un des prérequis à une bonne rétention des informations. Alors, comment diagnostiquer si votre enfant a des problèmes de concentration? Alors, je pense qu'en tant que parent, vous avez une bonne idée sur où situer votre enfant sur l'échelle de la concentration. Mais pour avoir des bonnes données de base qui vont vous permettre de travailler sur cette concentration, je vous propose un petit exercice. La prochaine fois que votre enfant fait ses devoirs, révise pour une évaluation ou fait une séance de travail, vous avez juste à le chronométrer et regarder combien de temps il peut tenir avec une attention continue sur son travail. Faites cela plusieurs fois, genre 3-4 fois à peu près, parce qu'une donnée ne veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'il n'a pas réussi à se concentrer sur une séance qu'il a des problèmes de concentration. Et une fois que vous avez une idée moyenne du temps de concentration de votre enfant, vous allez pouvoir travailler à l'améliorer. Si par exemple votre enfant ne peut se concentrer que 15 minutes, vous allez faire des séances de révision de 15 minutes avec lui. En utilisant un minuteur par exemple, c'est parfait. Et puis ensuite, de séance en séance, de semaine en semaine, vous allez pouvoir doucement augmenter ce temps. Passer de 15 minutes à 17 minutes, de 17 minutes à 20 minutes, de 20 minutes à 25 minutes, etc. etc. Et c'est justement en apprenant à se concentrer, en apprenant à maîtriser son attention sur des durées de plus en plus longues, que votre enfant va réussir à obtenir un bon temps de concentration. Si votre enfant maîtrise les outils de base, a le bon état d'esprit et sait se concentrer mais n'obtient toujours pas les bonnes notes, peut-être que c'est tout simplement parce qu'il n'est pas motivé. Et c'est sûr que sans motivation, la réussite scolaire c'est quand même difficile parce qu'il faut quand même fournir une certaine quantité d'énergie et de travail pour avoir les notes voulues. Et en vrai, un élève dans ce cas-là, ça se remarque facilement. Et si votre enfant est dans cette situation, je pense que vous le savez déjà. Quand c'est une lutte
continuelle pour qu'il fasse ses devoirs. Quand aller à l'école est une vraie souffrance pour lui et que par exemple ses profs soulignent son manque d'investissement, tout cela peut être les signes d'un syndrome de manque de motivation. Mais quelles peuvent être les causes de cet obstacle? Outre l'incapacité du système scolaire à rendre attractif à peu près n'importe quoi, aspect sur lequel il faut l'avouer vous pouvez pas faire grand chose, le manque d'objectifs et d'un projet d'orientation concret est une source majeure de la motivation des élèves. Parce qu'il est vraiment difficile de se motiver si on ne sait pas pourquoi on fournit des efforts. Et c'est certainement pas en le matraquant avec la sempiternelle phrase « Pas pour nous que tu bosses, hein, mais c'est pour toi !» que cela va changer son envie de s'investir. Il est donc urgent qu'il se sente maître de son projet. Pour enfin lui donner envie de le construire. Vous pouvez alors jouer le rôle de guide et l'aider à donner le premier coup de pelle nécessaire à bâtir ses fondations. Mais alors, comment faire cela? Commencez par une simple conversation, histoire de pas trop mettre la pression sur tout ça. Est-ce qu'il a une idée de ce qu'il veut faire plus tard? Pas forcément tout de suite un métier, mais comment aimerait-il mener sa vie? Plutôt dans un bureau ou travailler dehors? Travailler seul ou travailler avec d'autres personnes? Vivre en ville ou vivre à la campagne? Travailler de longues heures ou avoir beaucoup de temps pour soi? Est-ce qu'il a un domaine particulier qui l'intéresse? Et à partir de cette conversation, il sera possible petit à petit de construire un projet. Bon, il serait absolument naïf de croire qu'une seule conversation va servir à construire tout un projet d'orientation et même de vie. Et surtout qu'il faut l'avouer que certains adolescents font preuve d'une telle indifférence qu'on aurait envie de les jeter sous la douche froide pour voir s'ils sont capables d'une quelconque réaction. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère d'orientation. Même si je suis assez dubitatif de l'efficacité de ce genre de rendez-vous, ça peut au moins donner à vous et votre enfant une idée de toutes les possibilités qui existent. Une fois que vous avez un objectif défini, vous allez pouvoir créer alors un plan détaillé des différentes étapes à mettre en place. Cet objectif, il n'est pas obligé d'être ultra précis. Votre enfant, il n'est pas obligé de savoir à 13 ans s'il veut être médecin ou prof. Mais par exemple, quand on est en 5e, savoir qu'on veut aller au lycée, c'est déjà un bon objectif. Après, s'il a déjà des idées précises sur ce qu'il veut faire, tant mieux. Ne pas oublier non plus que ce plan et ses objectifs sont tout à fait amenés à évoluer. C'est pas gravé dans la roche. Je pense même au contraire qu'il va et qu'il doit évoluer. On n'a pas les mêmes envies en 5e qu'en première. Avoir un objectif et un plan des étapes à mettre en place pour les réaliser est donc une source de motivation. Il existe toutefois une raison beaucoup plus perverse de la motivation des élèves et ça correspond au 5e facteur des difficultés scolaires. Ils ne maîtrisent pas les bases. Le fait que le système invite les élèves à performer à un moment T, le jour de l'évaluation, les empêche de cristalliser les compétences en profondeur. Ce qui peut amener que les élèves oublient certains chapitres d'année en année. Mais aussi le fonctionnement même des classes au collège et au lycée va faire que certains élèves ne maîtrisent pas du tout les bases dans certaines matières. Prenez un élève de 5e qui a 13 de moyenne générale, mais qui a 8 en mathématiques. Cet élève, sans débat, va passer en 4e. Mais on espère quoi exactement pour cet élève? Que les bases qu'il avait pas en mathématiques vont infuser magiquement pendant les vacances d'été? Ben non, ça marche pas comme ça. Alors cet élève va se retrouver en 4e, ne maîtrisant pas les bases de mathématiques de 5e, et va devoir construire sur des concepts beaucoup plus complexes. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier des élèves qui sont soi-disant mauvais en mathématiques, alors que c'est juste qu'on ne leur a pas laissé le temps de maîtriser les bases. Alors si c'est le cas de votre enfant, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Vous pouvez revoir avec lui les notions vues les années précédentes en utilisant des petits bouquins qu'on peut retrouver à peu près partout. Mais bon, on va pas se le cacher, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et un certain niveau de compétence quand même. Vous pouvez l'inscrire sur des aides de plateformes scolaires ou à l'apprentissage sur internet comme on en trouve plein. Ou alors vous pouvez travailler avec un professeur particulier qui va lui offrir une formation individuelle et adaptée à ses besoins. Ce 5e facteur est sans aucun doute un de ceux qui demandent le plus de travail pour pouvoir le surpasser. Mais il est aussi un des plus importants à prendre le plus tôt possible pour que votre enfant ne soit pas complètement largué plus tard. Nous avons donc vu 5 facteurs qui peuvent freiner la réussite scolaire de votre enfant. Premier facteur, il n'utilise pas des outils adaptés. Deuxième facteur, il n'a pas le bon état d'esprit. Troisième facteur, il ne sait pas se concentrer. Quatrième facteur, il n'est pas motivé. Et 5e facteur, il ne maîtrise pas les bases. Vous avez maintenant les outils pour pouvoir poser un diagnostic sur les raisons qui empêchent votre enfant de réussir à l'école. Et mettre en place une solution nécessaire, par exemple en vous aidant d'une de ces vidéos. Merci.